Fin du 4e sommet UE-Afrique à Bruxelles, l'Afrique et l'Union européenne s'engagent à promouvoir le capital humain grâce à l'éducation et la formation. Ils renforceront également leur collaboration en faveur de la paix et de la sécurité. Fiscalité du secteur des télécommunications, c'est le thème de la 8e Assemblée générale du Forum des administrations fiscales ouest africaines. Il regroupe de plusieurs les représentants des administrations des pays membres de la CEDEAO. Prévention contre la fièvre Ebola à Kouré-Malé dans le district sanitaire de Kangaba. Le ministre de la Santé y était hier pour constater du visu les dispositifs sanitaires mis en place au poste de contrôle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le 4e sommet Union européenne-Afrique s'est achevé aujourd'hui à Bruxelles. L'Afrique et l'Union européenne s'engagent à promouvoir le capital humain grâce à l'éducation et à la formation. Ils mettront en place de nouvelles aides à l'investissement et décident de trouver des moyens de stimuler la croissance. Les deux partenaires envisagent également de renforcer leur collaboration en faveur de la paix et de la sécurité, conditions indispensables pour la prospérité et la croissance. Envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, Ibrahima Koulibaly. Après 2 jours d'intenses discussions sur la sécurité, l'investissement, l'emploi et la formation des jeunes, l'immigration, le financement des PME ou encore l'accélération des politiques d'intégration régionale, les dirigeants européens et africains décident de passer aux actions concrètes sur le terrain. Sur les 20 milliards d'euros alloués par l'Europe à l'Afrique dans le cadre du 11e Fonds européen de développement sur la période 2014-2020, une partie importante devrait être consacrée à ces questions cruciales pour l'émergence du continent. L'Europe entend aussi soutenir l'Union africaine dans la constitution d'une force africaine en attente ainsi que la capacité africaine de réponse immédiate aux crises. 750 millions d'euros sont accordés en ce sens par Bruxelles. Nous avons une stratégie globale, nous avons des stratégies régionales. Par exemple, pour le Sahel, nous avons là pas uniquement une stratégie militaire, mais aussi une stratégie qui couvre tous les domaines de la vie en société, l'éducation, l'économie bien sûr, l'aide au développement aux plus démunis et autres. Donc là, on peut beaucoup dire de notre partenariat, sauf une chose, qu'elle ne soit pas concrète, qu'on ne soit pas concrète. Et donc là, ces sommets-ci donnent une impulsion en plus à cette coopération extrêmement étroite. Les chefs d'État et de gouvernement accordent une attention particulière au Mali qui sort d'une crise politique et sécuritaire. Ils ont réaffirmé leur soutien au pays dans ses efforts de reconstruction et de réconciliation nationale. L'Europe et l'Union africaine réitèrent aussi leur engagement à aider le Mali à consolider durablement la paix et la stabilité dans le nord du pays. Le problème du Mali, ce n'est pas seulement le problème du Mali, c'est le problème de toute la région du Sahel et au-delà même du Sahel. Mais nous devons noter aussi qu'il y a une superposition des difficultés au niveau de cette zone du Sahel. D'abord, au nord du Mali, nous avons les bandes armées dont vous avez parlé, qui ont des revendications parfois farfelues et extrêmes même. Et il y a la présence du terrorisme dans cette région, qui sont des gens totalement étrangers au Mali et qui sont présents depuis des décennies. Le gouvernement malien actuel, qui a été élu de manière démocratique et transparente, est à l'œuvre actuellement. Et je crois que personne ne peut mettre en doute ni en cause l'intégrité du Mali, aussi bien que ce soit les voisins, que ce soit l'Union européenne ou l'Union africaine. Donc nous œuvrons tous dans ce sens pour la stabilité du Mali, qui d'ailleurs commande toute la région pratiquement. C'est donc parti pour un véritable partenariat gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique. Ce sommet a mobilisé dans la capitale belge plus de 90 délégations et près de 70 dirigeants européens et africains, dont le président malien. Tous repartent de Bruxelles avec un réel espoir de voir les populations des deux continents profiter très vite de cette nouvelle coopération. Et le président de la République l'a d'ailleurs dit, je pars de Bruxelles très réconforté, ce sont ses mots. Ibrahim Boubacar Keïta, qui à l'issue de ce 4e sommet UE-Afrique, d'ajouter que les deux continents partagent des relations historiques qui méritent d'être consolidées et diversifiées. Ibrahim Boubacar Keïta est au micro de nos envoyés spéciaux. J'étais très réconforté s'il en était besoin. Vous savez, notre commerce avec l'Europe est une vieille affaire. J'ai rappelé que nous fûmes de cette partie avec l'Europe depuis les EAEMA, États africains et malgaches associés,
Et en ce temps-là, c'était Boulevard Saint-Lazare pour les vieux bruxellois. Et c'était un Malien qui dirigeait les affaires de développement, M. Cyril Djimsila. Par la suite, nous étions encore là. En 1975, quand ce furent les accords de Georgetown, qui ont fondé les ACP, qui ont créé les ACP, là également, c'était un Malien, M. Tchébouli Konaté, qui a présidé au pays pas des ACP. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, sous l'empire de la Convention de Cotonou, d'être encore associés à l'Europe pour le bien et pour le bonheur de nos peuples. Et sortant du sommet de Yamoussoukro, où nous avons beaucoup parlé de nos relations avec l'Europe, notamment par rapport aux accords partenariat économiques, où nous avons fait de grands pas, et il faut avouer que là-dessus, l'Europe a fait des concessions qui nous sont favorables, et tous les points ont été vus et revus et négociés en tenant compte de nos soucis légitimes, de nos inquiétudes, surtout pour nous, pays de l'Interland, qui avions des soucis pour nos recettes fiscales. Tout cela nous met à l'aise et nous pensons que la petite inquiétude de nos amis du Nigeria va vite trouver solution et que nous irons vers un accord final au plus grand bonheur de nos peuples. Nous avons ici repassé en revue toute la coopération de l'Europe avec l'Afrique et je pense que ça, c'est un partenariat unique au monde. Il est bon, il est bien pour nos peuples, que cela puisse se conforter dans le futur et nous en prenons le chemin. Le président de la République a reçu juste avant de quitter Bruxelles en audience. Louis Michel, le député européen, était venu réitérer au chef de l'État le soutien du Parlement européen dans les efforts de sortie de crise de notre pays. Louis Michel, à sa sortie d'audience au micro de nos envoyés spéciaux. J'ai eu l'occasion de dire au président tout le bien qu'on pensait de son travail et des efforts qu'il fournit pour stabiliser son pays. Nous savons bien évidemment que le défi est immense, mais il a la légitimité pour avancer des solutions, pour avancer sur ces questions, mais il faut évidemment que tout le monde y mette du sien. Ce n'est pas unilatéral, on ne peut pas évidemment pacifier tout seul. Il faut respecter des principes, ce qu'il fait. C'est un homme rigoureux, c'est un homme que j'apprécie pour son intégrité intellectuelle, politique, personnelle, et je pense que c'est un peu l'avis de tout le monde dans la communauté internationale. Le président jouit d'une grande crédibilité au sein de la communauté internationale et c'est un atout majeur pour le Mali. Et donc nous sommes tous derrière lui. Nous savons évidemment qu'il faudra encore un peu de temps, qu'il faudra encore faire des efforts, que nous devrons nous aussi, nous Européens, prendre notre part un peu plus encore que ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que ce que le président disait est très juste. Ce qui se passe au Mali, ça ne concerne pas que les Maliens, ça concerne aussi au premier chef, d'une certaine manière, la tranquillité de l'Europe. Il est évident que nous sommes en première ligne pour souffrir des conséquences ou des effets collatéraux de la déstabilisation du Mali. Donc nous sommes totalement engagés derrière lui et au Parlement européen. Moi je peux en tout cas témoigner que nous lui faisons totalement confiance, qu'on est avec lui, qu'on sait que si une solution doit intervenir, il est le mieux placé pour la forcer. On sait que c'est un homme rigoureux, il ne va pas pour des raisons de facilité faire droit, disons, à la complaisance. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait où il veut conduire son pays, et donc nous sommes avec lui. Ici à Bamako, le conseil de cabinet s'est réuni ce jour 3 avril dans la salle de conférence de la primature sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Oumar Tatamli. Au cours de cette réunion, le conseil de cabinet a entendu une communication écrite du ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville relative aux mesures envisagées pour libérer les servitudes de certains cours d'eau non flottants du district de Bamako. Les occupations illicites des domaines publics et privés de l'État sont devenues un phénomène courant dans notre pays. Elles ont atteint des proportions inquiétantes et concernent les emprises et les servitudes des domaines ferroviaires, des cours d'eau, des forêts classées, des zones agricoles, des édifices publics et des équipements collectifs. Ces occupations sont effectuées en violation des schémas directeurs d'urbanisme, des plans d'urbanisme sectoriels et des plans d'urbanisme opérationnels et sont incompatibles avec la politique de planification et de maîtrise du développement urbain. Après les inondations de 2013, le gouvernement s'est engagé à situer les responsabilités
et à rechercher les causes des catastrophes en faisant l'état des lieux. À l'issue des travaux effectués par les équipes techniques, le gouvernement a envisagé de procéder à plusieurs actions, notamment la mise en place d'un comité interministériel pour approfondir la réflexion, une vaste campagne d'information, de communication et de sensibilisation sur les occupations illicites des domaines publics et privés immobiliers de l'État, la libération totale des servitudes des collecteurs naturels identifiés comme à risque immédiat, la poursuite des actions de recensement des servitudes des marigots de la rive droite du fleuve, des chemins de fer et de manière générale de tous les espaces occupés illégalement en vue de les libérer. L'aménagement des servitudes libérées. Le gouvernement a décidé d'élaborer un chronogramme en vue de définir les modalités de mise en œuvre des différentes actions envisagées. Fiscalité du secteur des télécommunications, c'est le thème principal de la 8e Assemblée générale du Forum des administrations fiscales ouest-africaines FAFAO, qui se tient à Bamako du 2 au 4 avril, organisé en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Ce rendez-vous regroupe les représentants des administrations des pays membres de la CEDEAO. Rachel Tessougué, compte rendu. Cette rencontre sous-régionale vise à renforcer les capacités du personnel de nos administrations respectives afin de prendre en charge tous les aspects spécifiques du prélèvement fiscal dans le secteur des télécommunications. Cela contribuera à l'élargissement de l'assiette fiscale dans les 15 pays qui composent le Forum des administrations fiscales ouest-africaines FAFOA. Les opérateurs de téléphonie génèrent des revenus importants dont le Trésor public doit profiter par le moyen de la fiscalité. Nos administrations fiscales sont hélas confrontées à de réelles difficultés pour cerner les revenus des 10 opérateurs. Les travaux permettront, à n'en pas douter, d'échanger notamment sur les aspects suivants: les systèmes d'information utilisés par les opérateurs de téléphonie, le contrôle des opérateurs de téléphonie au regard de la diversité des produits commercialisés, les compensations de l'interconnexion des réseaux de télécommunications. Le FAFOA veut améliorer un cadre communautaire dédié à toutes les administrations fiscales. Il s'agira déjà, au cours des travaux de cette Assemblée, de trouver les stratégies appropriées à la mise en place effective du secrétariat exécutif permanent qui facilitera la coordination et la régulation de nos activités communautaires. Le Forum des administrations fiscales ouest-africaines est une plateforme qui sert à promouvoir la coopération mutuelle entre les administrations fiscales des pays membres de la CEDEAO en vue d'améliorer l'efficacité de leur législation. La Fédération des associations de personnes handicapées et l'Ordre des architectes ont été reçus par le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar. Auparavant, c'est l'ambassadeur de Turquie en fin de mission qui a été reçu. Mariam Sagara. Le Mali aura bientôt sa représentation diplomatique en Turquie. Ce n'est pas tout. Istanbul et Bamako seront aussi reliés par un vol direct pour faciliter les échanges commerciaux et pour renforcer la coopération bilatérale. C'est ce que déclare l'ambassadeur turc Kemal Keyzizi en fin de mission. J'ai servi 4 ans dans ce merveilleux pays. Nous avons une bonne nouvelle pour le Mali. La compagnie aérienne lancera en juin 3 vols par semaine entre Istanbul et Bamako. Une bonne nouvelle aussi pour les relations de deux pays. C'est l'ouverture d'une ambassade du Mali en Turquie. J'espère que ça sera bientôt. 2 associations ont bouclé la matinée chargée du président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar. Ensemble, ils ont échangé sur leur participation au développement socio-économique de notre pays. C'est une institution qui s'occupe de social. L'Ordre des architectes aussi a un caractère social. Ce partenariat entre le Conseil économique et l'Ordre des architectes pourra être très bénéfique pour les populations. Surtout au vu des derniers événements qui sont passés, des marchés qui brûlent, des constructions qui s'écroulent. Donc les architectes ont des apports à faire. Faire connaître l'architecture auprès de nos populations serait
une très grande chose et les architectes joueront pleinement leur rôle auprès du Conseil économique et social. Il s'est trouvé que nous ne sommes plus représentés à cette structure très importante qui, toutes sommes faites, est le baromètre social et économique du pays. Donc vraiment, nous sommes venus le rencontrer pour lui parler de cela, puisque nous sommes une minorité importante, nous sommes 2 millions et quelques dans la société malienne. Donc à cela, il se doit qu'on fasse une politique assez adéquate pour l'insertion de cette couche-là. La Fédération des associations des personnes handicapées qui réclame son retour au sein du Conseil pour aider le pays à sortir de cette difficulté économique. Même son de cloche chez l'Ordre des architectes du Mali. Et se communiquer sur la situation de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus d'Ebola en République de Guinée. Dans le cadre de la surveillance de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus d'Ebola déclarée en Guinée, le gouvernement du Mali informe la population qu'à la date d'aujourd'hui, aucun cas de fièvre hémorragique à virus d'Ebola n'a été enregistré au Mali. Toutefois, les équipes socio-sanitaires déployées sur le terrain ont permis de déceler 3 cas suspects. Sur les 3 cas suspects, des prélèvements biologiques ont été effectués. Les échantillons prélevés ont été envoyés pour analyse au laboratoire de référence du CDC d'Atlanta aux États-Unis. En attendant les résultats de ces analyses, les sujets ont été placés dans une unité d'isolement où ils reçoivent des soins appropriés. À l'heure actuelle, leur état de santé s'améliore. Les dispositifs de surveillance épidémiologique restent renforcés sur le terrain. Les équipes socio-sanitaires déployées sont dotées d'équipements de protection individuelle et de médicaments pour la prise en charge de cas suspects. Un site d'isolement pour la prise en charge a été installé dans la périphérie de la ville de Bamako et d'autres sont en cours d'installation dans d'autres localités. Des numéros verts seront bientôt mis à la disposition du public pour informer les autorités et le personnel socio-sanitaire sur tout cas suspect. Le gouvernement précise que le concept de cas suspect ne veut pas forcément dire maladie de fièvre hémorragique à virus d'Ebola. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure l'opinion nationale. Des actions concertées avec les autorités sanitaires guinéennes et ivoiriennes visant à circonscrire l'épidémie sont en cours. Aussi, une équipe d'intervention rapide a été mise en place. Elle est chargée du suivi de l'évolution de la situation sur le terrain. Cette équipe rend compte à une équipe de coordination du département de la santé et de l'hygiène publique. Les résultats de ces travaux sont portés à la connaissance du comité interministériel de gestion des épidémies. Le gouvernement rassure la population qu'elle sera tenue informée de l'évolution de la situation chaque fois que cela est nécessaire. Le gouvernement rappelle qu'il faut éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie, lance un appel également au personnel de santé pour respecter et faire respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène et de protection individuelle indispensables à la prévention de la maladie. Et justement, nous en parlons toujours, prévention contre la fièvre Ebola à Kourémalé, dans le district sanitaire de Kangaba. Le ministre de la Santé y était hier pour constater de visu les dispositifs sanitaires mis en place au poste de contrôle. Occasion favorable pour échanger avec le personnel sanitaire et sécuritaire sur les besoins relatifs à l'application des mesures préventives. Le compte rendu, c'est avec Ramata Konati. Depuis la découverte de la fièvre Ebola en Guinée, c'est l'alerte maximum au niveau des frontières Guinée-Mali. À Kourémalé, 2 agents de santé appuyés par leurs collègues de la sécurité sont à pied d'œuvre pour appliquer les mesures de prévention. Il s'agit de contrôler les passagers afin de détecter les cas suspects, assurer éventuellement la prise en charge de ces cas et les isoler. Nous pouvons dire que la situation de la prévention est satisfaisante pour des raisons que le premier maillon de prévention, c'est la communauté. Donc la première action, c'est l'information de la communauté. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, tous les acteurs essentiels de Kourémalé et dans le district sanitaire de Kangaba sont informés de cette maladie. La frontière est très poreuse, il y a de multitudes de voies. Nous pouvons maîtriser les voies officielles, mais il est difficile de maîtriser l'ensemble des voies sans le concours de la communauté. Et je pense que la communauté a compris ceci et on est en train de prendre des mesures dans ce sens. Par précaution, un site a été identifié, nous l'avons visité
nous allons planter des tentes. Les tentes sont déjà fournies par nos partenaires de l'UNICEF et les tentes vont être installées pour d'abord abriter les équipes qui vont assurer la permanence et éventuellement, on ne le souhaite pas, mais si ça arrivait, héberger les cas suspects de façon à les séparer de la population pour ne pas diffuser l'épidémie. Pour la prévention contre la fièvre Ebola, une place importante est accordée à la diffusion des comportements à adopter. L'hygiène est capitale parmi les mesures. Alors les populations doivent être informées sur le bon comportement. D'abord, pour se prémunir de façon générale, préventive, pour éventuellement aussi signaler les cas suspects. Et il faut que la population soit suffisamment informée sur les indices de la maladie. Outre ce travail, 5 sites d'isolement ont été identifiés dans le district sanitaire de Kangaba. Il s'agit de Balamakaman, Tomboula, Narena, Kouremale et Kofilache. Ce dernier, en raison du brassage entre les populations guinéennes et maliennes, mérite une surveillance accrue, a fait savoir le personnel de santé de ce district sanitaire. Décoration du vice-amiral d'escadre Gillier Marin et le lieutenant-colonel Pio Christian. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants et de l'ambassadeur de France dans notre pays, Mahamadou Doumbia. Au cours de cette cérémonie, 2 personnalités françaises ont été décorées au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit du vice-amiral d'escadre Gillier Marin qui a obtenu la médaille de commandeur de l'Ordre national du Mali, et le lieutenant-colonel Pio Christian décoré avec la médaille chevalier de l'Ordre national du Mali. Ces 2 récipiendaires sont respectivement directeurs de la coopération de sécurité et de défense de France et directeur zone Afrique de France. Au dire du secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général Yacouba Sidibé, ces décorations sont le témoignage de la grande amitié qui unit le Mali et la France. Le vice-amiral d'escadre s'en félicite. Aujourd'hui, on est dans une situation très nettement apaisée. Toute la dynamique militaire est terminée. Il reste des problèmes qui sont plutôt de nature sécuritaire, qui concernent l'ensemble des corps habillés, bien entendu. On est encore plus dans un processus politique, j'allais dire diplomatique, mais non, c'est une affaire intérieure. Donc c'est un processus politique, et pour politique qu'il soit, il se fait également avec l'ensemble des voisins, c'est évident, car la sécurité d'un pays, d'une nation, la sécurité d'un peuple ne peut pas se faire indépendamment de celle de ses voisins, mais on en est à la phase aujourd'hui où il faut parler. Les 2 récipiendaires se disent toujours prêts à aider le Mali dans sa quête quotidienne pour le retour définitif de la paix et pour le développement de notre pays. Et le chef d'état-major allemand de l'armée de terre s'est rendu aujourd'hui au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Cette visite lui a permis de s'enquérir des conditions de travail des officiers allemands qui doivent jouer un rôle pendant le 2e mandat de la formation de l'EITM. Brahima Kone depuis Koulikoro. Cette visite du chef d'état-major allemand de l'armée de terre coïncide presque avec la fin du premier mandat de formation de l'EITM prévu pour le 18 mai 2014. Elle devra marquer l'élargissement des domaines d'intervention des Allemands au cours du second mandat qui s'étendra du 19 mai 2014 jusqu'en 2016. Pendant ce temps, l'Allemagne s'occupera de la logistique et de la formation de l'infanterie en plus de ses tâches précédentes. Die deutschen Soldaten sind eingesetzt im Stab des Nous sommes ici pour armer non seulement l'état-major de la mission que je commande, nous sommes ici aussi, nous les Allemands, pour instruire des pionniers, pour instruire bientôt des fantassins, pour instruire des spécialistes logistiques, et nous mettrons sous peu à disposition des équipes de neutralisation et de destruction des explosifs qui auront un double rôle, donc actif et d'instruction. Nous sommes ici pour aider. Cette visite, elle est très importante parce que tout d'abord, j'ai un des
des plus importants contributeurs donc à IUTM Mali, qui vient en la personne de son chef d'état-major de l'armée de terre, voir comment se déroule la mission, c'est-à-dire si ces soldats ont été bien préparés, si la préparation correspond à ce qu'on attend d'eux et si ce qu'on attend d'eux donne satisfaction. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que le général vient ici. Et pour moi, c'est aussi le signe du soutien de l'Allemagne à cet effort de l'Union européenne au sein de EUTM Mali. Outre les différents GTA, la formation de l'EUTM profite bien aux militaires du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Ça veut dire que le dénominateur commun est compris par tous, l'instauration ou la restauration de la paix. Les instructeurs allemands proviendront de la brigade franco-allemande basée à Strasbourg, dont est issu le nouveau commandant de l'EUTM, le général Mark Rutkevich. Et le gouverneur de Gao, Oumar Baba Sidibé, qui s'est rendu au quartier général de l'opération Serval, le renforcement de la coopération entre les FAMA, l'administration, la MINUSMA et les forces françaises est placé au cœur de la mission du gouverneur Daouda Zoumana Traoré. C'est à pas de charge que le gouverneur Oumar Baba Sidibé a effectué cette visite à la plateforme de l'opération Serval. Après un accueil très symbolique, le chef de l'exécutif régional et sa délégation ont fait le tour des installations françaises dans la cité des Askia. J'avoue que j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu. La force Serval est une force de soutien vraiment qui impressionne. Parce qu'avec tout ce qu'ils font, ceux qui sont sur le plan militaire, et même j'ai eu la chance de visiter un hôpital de campagne qui aide beaucoup une partie des populations et même nos forces chaque fois qu'il y a des besoins. Et j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu et surtout, pas seulement impressionné, mais rassuré. Le gouverneur Sidibé n'a pas manqué de dire que les résultats enregistrés dans la sécurisation du Mali sont une synergie d'action des forces de la MINUSMA, de l'opération Serval et des forces armées maliennes. Selon lui, toutes les occasions sont bonnes pour leur rendre hommage. Quant au représentant du commandant en chef de l'opération Serval, il s'est dit très honoré par cette visite. Le but de cette visite, c'était de présenter au gouverneur qui vient d'arriver ce qu'est aujourd'hui la force Serval à Gao. Et plutôt que de parler dans une pièce avec des chiffres, je l'ai invité à venir ici sur notre plateforme à côté de l'aéroport pour lui montrer comment on vit, comment on travaille au quotidien, le quotidien des soldats français ici à Gao. Après cette visite, le gouverneur Oumar Baba Sidibé, qui venait pour la première fois à l'opération Serval, se souviendra longtemps de l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme au Mali. La Fédération pour la paix vient d'offrir un important lot de matériel à l'Association pour le développement et les activités des populations du Mali. Une aide destinée au renforcement sanitaire, éducatif et environnemental des populations vulnérables. Fatoumata Kone. 1,250 milliard de francs CFA, c'est la valeur du don que la Fédération pour la paix, UPF, vient de faire à l'endroit de l'ADAP Mali. Cette aide est composée de chaussures, de livres, de couvertures, de semences et de matériel sanitaire. Un geste qui va certainement appuyer les actions de l'Association pour le développement et les activités de population du Mali, ADAP Mali. Vous savez, les informations qui nous reviennent donc des différentes nations, nous avons compris véritablement qu'il y a beaucoup de nations et beaucoup de populations qui ont besoin d'aide. Donc nous voulons utiliser notre organisation à travers le monde pour réellement apporter de l'aide aux personnes dans le besoin. L'association place cette action dans le cadre de la paix et de la réconciliation. Aujourd'hui, vous nous prouvez encore votre générosité et votre attachement à notre pays en nous offrant ce don d'une valeur moralement et financièrement inestimable. Ce soutien qui constitue la preuve de votre engagement pour la cause de la paix et restera longtemps gravé dans la mémoire des bénéficiaires de ce don. Créée en 1987, l'Association pour le développement et les activités de population du Mali, ADAP Mali, a déjà fait beaucoup de réalisations dans notre pays. Ces domaines d'intervention sont la santé, l'environnement, l'éducation, le développement social, entre autres. C'est pourquoi, en partenariat avec la coopération coréenne, l'ADAP Mali a pu secourir les réfugiés et les déplacés de guerre pendant la période de crise.
Suite de la visite du médiateur de la République en France, Baba Akib Aïdara s'est successivement rendu à l'UNESCO et chez son homologue français. Au cours des 2 entretiens, le médiateur de la République a exprimé les besoins de son institution en termes d'appui technique, juridique et logistique. Makamfin Konate. La rencontre entre le défenseur des droits, autrefois médiateur de la République française, et le professeur Baba Akib Aïdara a porté sur la restauration de l'état de droit au Mali, le retour des services du médiateur sur l'ensemble du territoire, la question des droits de l'enfant, la restauration des archives de la médiature et l'élaboration des manuels de procédure. Une très bonne impression, très encourageante. J'ai rencontré un accueil ouvert, compréhensif et très engagé à aider le Mali à sortir de la situation que nous connaissons. Et nous attendons la suite parce que nous allons nous retrouver sur le terrain avec nos amis français qui ont décidé de nous accompagner dans ce que nous faisons maintenant. Et pareillement, comme disait M. le médiateur, le défenseur des droits aujourd'hui et le médiateur de la République hier ont toujours été aux côtés du médiateur de la République du Mali. Et là, cette réunion de travail a fait l'objet d'examen de points concrets, de demandes concrètes de la part de la médiature au Mali, sur lesquelles nous allons regarder comment les accompagner, et toujours avec cette volonté de continuer cette collaboration et cette coopération, tant d'un point de vue d'expertise juridique que de matériel. Les demandes ont été concrètes et du coup ça nous permet de pouvoir répondre concrètement à ces demandes. Autre lieu, autre préoccupation, à l'UNESCO, le médiateur est en terrain conquis. Le professeur Baba Akib Aïdara a eu 2 séances de travail. La première avec la directrice adjointe du programme, la seconde avec le département de l'inclusion sociale. Des 2 rencontres, le médiateur de la République est sorti très satisfait. Cette visite à Paris, première du genre, ouvre de belles perspectives pour la médiature de la République du Mali. Déjà, une délégation du médiateur de la République française est attendue à Bamako courant mai 2014. Je vous remercie d'avance pour tout ça. En 4e région, plus de 164 millions de francs CFA ont été investis pour la réalisation de 2 adductions d'eau potable à Yasso et à Koula dans le cercle de Tominia. Les 2 ouvrages financés par l'USAID ont été inaugurés en présence de notre reporter Kandesila. Du tendero, une danse qui illustre la vitalité de la culture Boumou, aux chasseurs en passant par le Ngoni bois, rien n'a été négligé comme folklore à Yasso et à Koula pour saluer l'inauguration de 2 addictions d'eau potable. 2 ouvrages réalisés grâce à un financement de l'USAID. Le gouvernement américain porte une grande importance au développement des capacités des populations à résister aux chocs, quelle que soit leur nature. Donc nous aspirons nous-mêmes à en tirer beaucoup de leçons de cette réussite pour guider nos investissements dans notre partenariat avec le Mali. Les 2 ouvrages qui ont coûté plus de 164 473 000 francs CFA sont composés pour chaque ouvrage d'un château d'eau, d'un champ solaire avec un générateur photovoltaïque et d'un réseau de distribution comprenant 5 bornes fontaines à 2 têtes et 7 bornes fontaines pour les populations de Koula. La réalisation de ces 2 addictions a été rendue possible grâce au consortium pour la sécurité alimentaire constitué des ONG partenaires, notamment Catholic Relief Service, Hélène Keller International, Save the Children et Diocèse de Sang et de Mopti. Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est offerte pour rendre un vibrant hommage à la qualité de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et notre cher pays. Celle-ci s'est manifestée sur tous les chantiers de développement et particulièrement dans la région de Ségou. Les addictions d'eau seront judicieusement utilisées au service du développement des communautés respectives. C'est du moins une promesse des maires de 2 communes et des bénéficiaires. À Tombouctou, en marge des travaux du Forum sur la paix, s'est tenue hier la Journée nationale de la jeunesse du Mali. La rencontre a permis aux jeunes de s'approprier la démarche gouvernementale de réconciliation nationale. Adama Djimdi, compte rendu. Les jeunes du Mali venus de toutes les régions et du district de Bamako tiennent à jouer leur partition à l'effort de redressement national.
Il y a vraiment une réalité qu'on ne peut pas dépasser. Le Mali est indivisible et le Mali n'a l'espoir que nous, les jeunes. Je suis sûr et certain qu'on trouvera un terrain d'entente d'abord pour nous, jeunes, et pour aider les politiciens, aider les forces armées de sécurité à maintenir la stabilité du Mali, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire. La jeunesse malienne a entrepris des actions depuis le début de la crise à nos jours, qui sont entre autres la formation des groupes de pression et d'autodéfense des populations et leurs biens depuis le début de la crise contre les bandits armés et les narcotrafiquants. La Journée nationale des jeunes pour la réconciliation et la paix répond à la nécessité de prise en compte de leurs besoins dans le processus de réconciliation. Cette démarche s'inscrit dans la perspective d'une appropriation par les jeunes des stratégies de sortie de crise au niveau local, régional et national. Notre défi est de contribuer à l'instauration de la cohésion et de l'entente sociale à travers la sensibilisation, le dialogue constructif, la communication et l'éducation à la paix et à la sécurité dans tout le Mali. Il appartient à la jeunesse malienne de s'approprier la vision gouvernementale de mobilisation des acteurs pour un Mali réconcilié afin d'élaborer une stratégie cohérente de mise en œuvre des actions de paix et de réconciliation nationale. Les différents délégués vont débattre essentiellement de deux thématiques, les stratégies de mobilisation des jeunes pour la réconciliation et la contribution de la jeunesse à la démarche gouvernementale de réconciliation nationale. Une délégation de l'ambassade des Pays-Bas au Mali était à Douanza, dans la région de Mopti. Objectif, relancer les activités de développement dans certaines communes du cercle. Jules Sambou Sissoko. Par cette visite, la délégation de l'ambassade de Douaroum des Pays-Bas voulait mieux s'imprégner des actions de développement dans le cercle de Douanza et jauger le niveau de la collaboration dans les localités d'intervention de Near East Foundation Mali sur le financement des Pays-Bas. L'étape de Mounouel a porté sur des réalisations hydrauliques aux fonctions multiples. Ici, l'eau est le principal besoin. L'eau fait partie de la reconstruction. L'eau, c'est la vie, c'est la base économique, c'est la base de la santé, c'est la base de la productivité des femmes, c'est la base aussi pour les éleveurs. Donc vraiment, la gestion de l'eau est extrêmement importante dans cette reconstruction. Parce qu'ils ne travaillent pas seulement sur l'eau, ils travaillent aussi sur la cohésion sociale. Ils font, avant de faire l'investissement, ils font tout un travail sur la répartition de l'eau. À Petaka, la délégation a assisté à une séance de diagnostic communautaire dans le cadre du débat communal. Un bel exemple de citoyenneté post-crise à l'actif de l'Association des municipalités du Mali. Il faut d'abord commencer à se parler entre communautés sur ce qu'on a vécu pour pouvoir aller de l'avant dans une refondation, dans un futur commun, ensemble, entre tous les groupes de population ici dans Douanza. J'ai bon espoir parce qu'il y a beaucoup d'énergie positive. Conférence mondiale sur le carité à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Mali y participe. Le thème de cette conférence est l'industrie s'unit, un thème qui vise à créer une synergie d'action entre les producteurs et les industriels. À titre de rappel, notre pays exporte annuellement 90 000 tonnes de karité. Le commentaire de Mohamed Diarra. La 7e édition de la conférence mondiale sur le karité s'est déroulée la semaine dernière à Abidjan. Cette rencontre a regroupé les responsables et personnalités d'une vingtaine de pays, dont les 6 exportateurs en Afrique, dont le Mali. On notait également la présence des organisations internationales dédiées au développement du beurre de karité, dont l'Alliance globale du karité, les firmes internationales de l'agroalimentaire et du cosmétique. Le Mali y était avec une trentaine d'exportateurs. La délégation était conduite par les responsables du ministère de la promotion féminine et ceux du projet cadre intégré. Le Mali dispose d'un potentiel de 250 000 tonnes, mais collecte 150 000 tonnes d'amandes de karité et exporte chaque année 90 000 tonnes. Le secteur mobilise plus de 3 millions de femmes pour la collecte et la transformation. Contribuer à valoriser les produits du karité en faisant la promotion et je disais, et en créant des opportunités de partenariat, d'échange et de renforcement de capacités pour les groupements féminins.
Industriels, commerciaux, opérateurs et responsables d'encadrement, tous, ils ont échangé sur les normes à l'exportation, l'accès au crédit, l'amélioration de la qualité de la manne karité et la durabilité de la ressource karité. L'industrie s'unit, tel était le thème de la rencontre, d'où la nécessité de la synergie d'action qui prévaut désormais entre les producteurs et les industriels du milieu. Les acteurs des pays producteurs comme le nôtre et les importateurs des pays industrialisés tels que L'Oréal et autres vont convenir aujourd'hui de normes pour l'exportation des amandes. Et là, une fois que ces normes seront convenues, définies, harmonisées, nous saurons quoi faire parce que vous savez que l'objectif du cadre intégré, c'est le renforcement des capacités d'offres. Donc répondre aux exigences commerciales et réglementaires des marchés. Pour ce forum d'échange, il s'agissait de partager les expériences, prendre connaissance des résultats de la recherche sur le karité, voir les possibilités d'affaires et les tendances du marché international. Deuxième comité de pilotage de l'Alliance globale sur les changements climatiques dans notre pays. La rencontre a permis aux administrateurs d'examiner et d'adopter le rapport d'activité 2013, d'analyser les difficultés rencontrées par l'Alliance avant d'adopter le projet-programme de l'année en cours. Abraham Mega. Dans la poursuite de ces objectifs, l'Alliance globale sur les changements climatiques appuie la mise en œuvre des politiques relatives au changement climatique en mettant l'accent sur le renforcement des institutions concernées, sur le suivi et la gestion de la couverture forestière du pays. Dans cette optique, plusieurs activités ont déjà été menées par cette alliance et cela conformément à ce domaine d'intervention. En 2013, les activités phares, l'assistance technique qui est au niveau de l'AIDD, et ensuite vous avez l'inventaire forestier au niveau de Sikasso, c'est terminé, au niveau de CAI, ça vient de prendre fin, au niveau du système d'information forestier, il y a un opérateur, un prestataire privé qui est là au niveau de CIFAR qui est en train de les appuyer pour pouvoir opérationnaliser leurs outils informatiques. Pour atteindre les objectifs de sa politique, l'Alliance globale sur les changements climatiques mobilisera pour 2014 plus de 483 millions de francs CFA. C'est ainsi qu'elle mettra l'accent sur la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités, notamment la poursuite du renforcement des capacités de l'Agence de l'environnement et du développement durable, la poursuite de l'inventaire forestier dans 8 communes des régions de Ségou et de Caille et la poursuite des activités de reboisement dans 3 régions du Mali, Caille, Ségou et Mop. La lutte contre les effets néfastes des changements climatiques est une bataille de longue haleine qui doit s'exercer sur tous les fronts. C'est pourquoi le gouvernement du Mali aura toujours besoin de l'appui de tous les partenaires techniques et financiers pour mener cette lutte hardie contre ce fléau qui constitue de nos jours une préoccupation environnementale mondiale. L'Alliance globale sur les changements climatiques au Mali est un projet de l'Alliance mondiale sur les changements climatiques, vise le renforcement du dialogue, l'échange d'expériences et la coopération avec les pays en voie de développement les plus vulnérables au changement climatique. Pour football, championnat national de Ligue 1, au compte de la 12e journée, le Djoliba AC s'est qualifié en battant l'AS Bakaridjan de Baraouli, 1-0. Le match 11 créateur de Nyarela, Debo Club de Mopti, n'est pas arrivé à terme à cause d'une coupure d'électricité au stade Modibo Keita, nous signale Diarra Konati. Le Djoliba AC, avec 20 points et 2 matchs en retard, a l'obligation de résultats pour se rapprocher du leader Stade Malien de Bamako, 27 points en 12 journées. Face à l'AS Bakaridjan, 4e, la bataille s'annonce rude pour les locataires de Remakono. Ils vont échouer plusieurs fois devant les buts adverses, à l'image de cette frappe de Nikondao sur la barre transversale. La stratégie adoptée par les visiteurs domine les rouges, 0-0, score à la pause. À la 65e minute, l'équipe de Bakaridjan, très confiante, passe à côté de l'ouverture du score. La réplique des rouges sera instantanée. Le capitaine Guimalaouli Tunkara d'un centre trouve Nikondao pour libérer la famille des rouges de Bamako. But inscrit à la 74e minute. Le Djoliba l'emporte par 1-0 face à l'AS Bakaridjan volontaire. On n'a pas réussi à développer notre jeu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, le but qu'on a eu, c'était à l'usure. C'est la condition physique qui a dit son nom. Ça a été un match engagé du bout en bout. J'ai dit tout ce qui m'a un peu énervé. En deuxième mi-temps, il y a eu un franchement, un esprit tactique
C'était vraiment une opposition de style. Joliba qui essayait de construire le jeu, de poser le ballon à terre, d'essayer d'écarter, ouvrir pour mener un football offensif. Et puis en face, il y avait une équipe qui était là uniquement pour jouer en contre, qui balançait des grands ballons devant. Et le pire, c'est que ça a failli marcher en plus. Alors après, une fois que Joliba a pu ouvrir le score, là, il y aurait pu avoir 3 ou 4-0. Le match entre les 11 créateurs et le Debout Club de Mopti a été interrompu à cause de la coupure du courant au stade Mourbo Keïta. Les 11 créateurs menaient 3-1 jusqu'à la 53e minute. Et avant de refermer ce journal, je vous reprends ce communiqué sur la situation de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus d'Ebola en République de Guinée. Dans le cadre de la surveillance de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus d'Ebola déclarée en Guinée, le gouvernement du Mali informe la population qu'à la date d'aujourd'hui, aucun cas de fièvre hémorragique à virus d'Ebola n'a été enregistré au Mali. Toutefois, les équipes socio-sanitaires déployées sur le terrain ont permis de déceler 3 cas suspects. Sur les 3 cas suspects, des prélèvements biologiques ont été effectués. Les échantillons prélevés ont été envoyés pour analyse au laboratoire de référence du CDC d'Atlanta aux États-Unis. En attendant les résultats de ces analyses, les sujets ont été placés dans une unité d'isolement où ils reçoivent des soins appropriés. À l'heure actuelle, leur état de santé s'améliore. Les dispositifs de surveillance épidémiologique restent renforcés sur le terrain. Les équipes socio-sanitaires déployées sont dotées d'équipements de protection individuelle et de médicaments pour la prise en charge de cas suspects. Un site d'isolement pour la prise en charge a été installé dans la périphérie de la ville de Bamako et d'autres sont en cours d'installation dans d'autres localités. Des numéros verts seront bientôt mis à la disposition du public pour informer les autorités et le personnel socio-sanitaire sur tout cas suspect. Surtout cas suspect, je me suis donc perdu dans mes papiers. Le gouvernement précise que le concept de cas suspect ne veut pas forcément dire maladie de fièvre hémorragique à virus d'Ebola. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure l'opinion nationale des actions concertées avec les autorités sanitaires guinéennes et ivoiriennes visant à circonscrire l'épidémie sont en cours aussi. Une équipe d'intervention rapide a été mise en place. Elle est chargée du suivi de l'évolution de la situation sur le terrain. Cette équipe rend compte à une équipe de coordination du département de la santé et de l'hygiène publique. Les résultats de ces travaux sont portés à la connaissance du comité interministériel de gestion des épidémies. Le gouvernement rassure la population qu'elle sera tenue informée de l'évolution de la situation chaque fois que cela est nécessaire. Le gouvernement rappelle qu'il faut éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie. Lance un appel également au personnel de santé pour respecter et à faire respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène et de protection individuelle indispensables à la prévention de la maladie. Fin donc de ce journal. Retrouvez demain dans la journée Khadija Toukone pour les éditions du soir. Amadou Sankari, bonsoir à tous.